J'ai compris. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais qu'on n'est pas de temps ça dans la salle, donc peut-être je vais comme me déplacer sans nécessairement parler dans le microphone. Donc, je suis clairement pas Normand Blais. Juste si vous avez une attente envers de Dr. Blais que je sais était hyper occupé, il voulait être vraiment là, puis il se tenait vraiment à donner le mot d'introduction, mais compte tenu qu'on avait promis du monde qui sont sur le mode virtuel de commencer à telle heure, je ne veux pas qu'ils soient en train de s'ennuyer devant leur écran, donc je vais faire le mot d'introduction. Donc, je me présente. En fait, moi, je suis l'autre photo. Ça, c'est moi. Mon nom, c'est Dr. Kevin Jean. Je suis hémato-oncologue à l'hôpital Sacré-Cœur. Je suis bien content de vous voir aujourd'hui. Je reconnais certains visages dans la salle. Si vous ne me connaissez pas, vous allez me connaître à travers la soirée. En fait, je n'avais aucune idée de ce que Normand allait dire, mais moi, j'ai quelques affaires à dire. Premièrement, bienvenue, je suis bien content de vous voir. J'espère que le trafic pour ceux qui sont venus en voiture n'était pas trop terrible. J'avoue que c'était un petit peu stressant pour moi de venir et d'être pas en retard, mais donc merci beaucoup à vous qui sont venus en personne. Je vais aussi dire un bonjour et bienvenue, enfin une bonne soirée et bienvenue à ceux qui sont sur le web, qui ne sont pas nécessairement avec nous en personne, mais qui sont nous via le web. Il y a 2 ans, en fait, on avait organisé ou on avait planifié un événement avec Cancer Pulmonaire Canada. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas qui est... j'étais du place filler pour Normand, mais je vais juste finir mon petit mot, puis je vais venir faire introduire Normand pour juste me dire quelques 2 mots, mais juste pour que vous sachiez, je vais remettre la photo de Normand parce que c'est très approprié. Je vais faire l'introduction de Normand, on va faire ça un peu à l'envers. Mais juste dire un mot que Cancer Pulmonaire Canada est un organisme qui est pour une mission de défendre les droits et de faire la promotion des droits des gens qui sont atteints d'un cancer du poumon, et pas juste pour les patients, mais pour leur famille. Évidemment, le cancer du poumon, vous allez voir à travers ma présentation, est une maladie qui n'est pas rare, mais on n'a pas nécessairement tous les soutiens qu'on devrait avoir pour nos patients. Et donc, Cancer Pulmonaire Canada a la mission d'essayer de donner un peu d'informations et de soutien aux patients. C'est juste que c'est un organisme qui n'a pas beaucoup de gens qui travaillent au Québec. Puis en fait, on a très peu d'événements faits pour les patients québécois. Et donc, il y a 2 ans, on était en train de planifier une soirée, donc le 3 mars 2020. Et évidemment, ça ne s'est pas arrivé à cause d'une chose qui s'appelle le COVID. Et malheureusement, à cause du COVID, on n'a pas eu la chance de relancer l'événement. Donc, je suis très, très heureux et très content de vous voir ici parce qu'on a le mandat de créer un momentum pour créer un lien pour tous les patients connus avec un cancer du poumon et leurs proches. On commence avec un événement ici en français à Montréal, mais le but, c'est d'avoir d'autres événements à travers la province et qu'on unisse tout le monde ensemble pour créer une grande communauté québécoise avec les patients avec un cancer du poumon. Donc, sur ça, je veux juste quand même reculer dans l'horaire et de vous présenter Normand Blais. Dr. Blais est un gars, médecin en fait, c'est un gars, est un homme, un vrai homme, mais c'est un passionné du cancer du poumon. En fait, quand on regarde tout ce qui est fait par rapport au cancer du poumon au Québec, c'est-à-dire avec le GEOC, c'est-à-dire avec le ministre et l'INES, le nom de Dr. Blais apparaît beaucoup. Il est très impliqué au niveau de la recherche, très impliqué en termes de tout ce qui est cancer du poumon ici au Québec. Et donc, j'ai le grand honneur de vous présenter Dr. Blais pour qu'il dise un mot d'introduction.
Quand vous allez retourner à la maison ce soir, vous allez pouvoir dire que vous avez été les pionniers à être les premiers à assister à quelque chose qu'on veut faire depuis très longtemps. Je vais probablement redire ce que Kevin vous a déjà mentionné, mais ça fait déjà plusieurs années que nous, moi et Kevin et plusieurs autres au Québec, on travaille avec Lung Cancer Canada pour essayer de donner une face francophone, québécoise, au cancer du poumon au niveau canadien. C'est une organisation qui a fait beaucoup pour développer la sensibilisation de tout ce qui existe en termes de capacité, de prise en charge, de diagnostic, de support aux patients, de traitement pour le cancer du poumon. Puis, on reconnaît le travail qu'ils ont fait, puis on voulait que les gens du Québec, les gens francophones du Canada puissent bénéficier de cette présence-là. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille pour essayer de trouver des gens qui vont pouvoir agir en termes de bénévoles, agir en termes de partenaires dans cette entreprise-là pour prendre ça en charge parce que ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui travaillent avec l'association pour pouvoir avancer, mais tout ça dans le but de sensibiliser le plus de gens possible que le cancer du poumon, c'est une maladie où il y a beaucoup de besoins. On a beaucoup de besoins en termes de support, en termes de compréhension du public. Vous savez, quand il y a il y a des nouvelles méthodes diagnostiques, il y a des nouveaux traitements, ça prend beaucoup de travail dans les coulisses pour convaincre nos gouvernements d'accepter les nouvelles interventions, les nouveaux traitements qui existent. Alors que dans d'autres maladies, dans d'autres types de cancers, j'en nommerai pas pour ne pas faire de jaloux, mais il semble que c'est plus facile. Donc, nous, on est jaloux, puis on veut avoir autant de ressources que tous les autres types de patients ont. Puis c'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus. Je vous le répète, vous êtes les pionniers. Vous avez été les courageux qui sont venus pour nous supporter dans notre démarche. On espère que c'est quelque chose qui va pouvoir se poursuivre dans le futur. Pas pour nous, mais pour tous les gens qui sont affectés par le cancer du poumon, les patients, les membres de la famille, les proches. Puis c'est une occasion qu'on a pour répondre à des questions aussi. Donc, vous pourrez vous servir de votre bénéfice de pionnier pour nous suggérer quoi que ce soit en termes de besoins que vous pourriez rencontrer. Nous, c'est sûr que comme médecin, on pense plus facilement au traitement, on pense aux grandes technologies, mais des fois, il y a des besoins qui sont beaucoup plus proches de la vraie vie, des besoins dans le quotidien, des besoins de support. Puis ça aussi, Lung Cancer Canada est très, très sensible à ça. Donc, vraiment, on est ouvert à toutes vos suggestions. Puis sans retarder trop la réunion de ce soir, je vais repasser la parole à Kevin. Alors, merci beaucoup d'être venu. Donc, juste juste avant que je commence, je veux quand même remercier Takeda. C'est une compagnie qui travaille beaucoup en cancer du poumon. Et donc, vraiment, grâce à eux, on a eu une subvention pour être capable de démarrer ce premier événement ici ce soir. Donc, évidemment, ce soir, ce n'est pas juste les médecins qui vont parler, mais on aura aussi une occasion de regarder tous les autres ressources qui sont disponibles. Donc, je suis bien contente que Karine Bourgeois, qui est une infirmière pivot à Sacré-Cœur, qui travaille avec moi, aussi vous parle un petit peu des ressources qui existent pour vous. Et on va parler un petit peu aussi de la kinésiologie, qui serait fort intéressant pour tous ceux qui s'intéressent dans comment s'améliorer votre corps. Moi, j'ai évidemment, comme oncologue, le tâche de vous parler qu'est-ce qu'on est capable de faire de plus en cancer du poumon comparativement à ce que vous avez peut-être pensé avant. Donc, je répète un petit peu ce que j'avais dit avant. Ça, c'est probablement des vieilles statistiques comparativement à ce qu'on a en 2022, mais le cancer du poumon, comme j'ai dit, ce n'est pas une maladie rare. En fait, malheureusement, le cancer du poumon, c'est le cancer le plus diagnostiqué au Canada et probablement le plus diagnostiqué à travers le monde. On est dans les top 4 avec le prostate, le côlon et le sein. Je sais que Dr. Blais n'a pas nécessairement nommé ces cancers, mais on sait que certains de ces cancers ont beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de ressources pour leurs patients que le cancer du poumon, pour plusieurs raisons que je vais un peu nommer.
Mais malheureusement, ça fait en sorte que le cancer du poumon demeure une maladie difficile pour plusieurs raisons. Entre autres, la grande majorité de nos patients vont se présenter avec une maladie avancée, donc le stade 4, je reviendrai sur ça dans quelques minutes, ou au moins une maladie inopérable basée sur les critères de chirurgie. Et ça, malheureusement, a un impact direct sur la survie. Donc, juste pour revenir, parce que souvent, quand vous allez rentrer dans un bureau avec un médecin, on vous a fait annoncer le diagnostic, mais on ne vous a peut-être pas tout expliqué exactement c'est quoi le stade. Donc, un stade 1, c'est comme juste un petit nodule qui est dans le poumon. Stade 2, ça commence à voyager dans des structures qui s'appellent des ganglions. Stade 3, c'est encore plus propagé dans les ganglions pour lesquels de faire une chirurgie, c'est un peu plus compliqué. Puis stade 4, le fameux stade 4, donc il y en a plusieurs mots, on peut dire. Certains vont dire cancer généralisé, cancer avancé en médecine, où on a tendance à dire cancer métastatique. Et en fait, quand on est en stade 4, ce qui est malheureusement le stade le plus commun pour les patients, c'est vraiment des maladies pour lesquelles les chirurgies ne sont plus une option parce qu'on ne pourra pas vous garantir que même si on opérait toutes les places où vous voyez les points noirs, qu'il n'y aura pas du cancer qui reste et que ça fait qu'on vous a opéré et avec tous les effets secondaires qui viennent avec. Oups. Ah, OK. Mes slides sont un peu à l'envers, mais donc, en fait, ce qui rajoute un petit peu de pression sur vous, en fait, c'est comment la société vous voit. Traditionnellement et historiquement, le cancer du poumon était toujours une maladie des fumeurs. En fait, c'est ce que les gens ont toujours perçu. Quand on regarde sur les cartons de cigarettes, c'est ça qu'ils disent. Quand on regarde les discours sur la cigarette, c'est ça qu'ils disent. Vous allez avoir un cancer du poumon si vous fumez. Et malheureusement, ça fait en sorte que il y a beaucoup de monde qui aurait cette culpabilité qui vient avec le diagnostic du cancer, même si vous n'avez jamais fumé. Le concept que vous avez induit votre propre cancer, et ça, c'est un petit peu plate pour vous. Mais moi, en fait, tous ceux qui m'ont déjà entendu, si vous me connaissez, je dis souvent le même discours, qu'il y a vraiment 2 facteurs de risque pour lesquels je prends en compte quand je vois des patients avec un cancer du poumon. Le premier, c'est que vous êtes vivant. Le deuxième, vous avez des poumons. Et donc, ça se peut que vous avez fumé, peut-être vous fumez encore, peut-être vous avez arrêté de fumer il y a 30 ans, et peut-être vous n'avez jamais fumé dans votre vie. Mais vous êtes tous unis comme patients avec le diagnostic de cancer du poumon, et ça fait en sorte que quand je vois quelqu'un qui arrive dans mon bureau ou le bureau de Dr. Blais ou d'autres médecins qui traitent le cancer du poumon, nous, notre intérêt, c'est vraiment vous aider et la partie du cigarette, c'est vraiment secondaire. Dans ma tête, quand je vois un patient, je ne vois pas un patient qui a peut-être fumé, je vois un patient qui est une humain et je vois un patient qui, à tout fait pratique, ne mérite pas d'avoir un cancer et s'arrête là. Et je sais qu'on va voir les cartons de cigarettes, je vous en montrais avant, mais honnêtement, la face du cancer change de plus en plus. On a de plus en plus de jeunes qui sont diagnostiqués, plus de femmes qui sont diagnostiquées, des gens qui sont des sœurs, des mères, des filles, des cousines. Vous êtes tous, malheureusement, des victimes possibles du cancer. Et donc, moi, quand je vois un patient qui arrive dans mon bureau, comme j'ai dit avant, moi, je prends en compte que vous êtes... Il faut que j'admette quelqu'un dans la salle. Okay, c'est bon. Vous êtes tous des personnes uniques et qui méritent d'avoir le meilleur traitement possible. OK. Bon, en tout cas, c'est sûr que mes slides, c'était peut-être pas nécessairement mis aux bonnes séquences. Mais j'ai mis ce slide-là parce que, dans le fond, j'imagine tous ceux qui ont été... qui ont eu ce diagnostic, soit par un pneumologue, soit par un spécialiste, soit par votre médecin de famille, vous avez eu tous la même réaction. Le docteur m'a dit que j'ai un cancer et après, la prochaine réaction, c'est que vous ne vous rappelez plus des prochains 5 minutes après parce que votre vie a changé. Tout ce que vous avez connu avant est maintenant plus la même réalité parce que vous avez cette crainte, cette peur de ce qui vient avec le diagnostic d'un cancer et surtout le cancer du poumon. Et malheureusement, ça vient avec un paquet d'émotions, un paquet de sentiments de peur, d'isolement,
de colère, comment ça se fait que j'ai un cancer, comment ça se fait que ma vie va changer. Et c'est tous des émotions qui sont tout à fait naturelles. Et certainement, une des choses qui vient avec cette pensée de j'ai un cancer du poumon, c'est la peur de la souffrance. On fait beaucoup dire, peut-être vous avez vécu des expériences personnelles avec vos proches, un ami, ce que vous avez peut-être entendu de quelqu'un qu'ils ont diagnostiqué avec un cancer, puis ça a juste mal été, ils ont juste fini souffrant, puis ça a été pas très élégant à la fin. Et évidemment, une des choses qui vient avec ça, c'est les traitements historiques qu'on nous donnait. Donc, souvent, quand je rencontre un patient dans mon bureau, je sais déjà 3 choses qu'il pense de ce que je vais dire. Que je vais offrir la chimiothérapie qui va être dure, que vous allez perdre vos cheveux, que vous allez vomir et passer votre temps devant un bol de toilette. Ceux qui m'ont comme médecin, vous savez que je dis tout ça à tous les patients. Et c'est parce que je sais, c'est exactement ça que vous pensez quand vous rencontrez votre médecin. Et j'avoue, il y avait une époque, il y a plusieurs années, c'était le cas. Parce qu'on n'avait pas les mêmes types de traitements qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas le même type de traitement de soutien. Et donc, maintenant, on a des choses qui sont clairement beaucoup plus intéressantes que peut-être il y a 20 ans. Et donc, ça amène à le cœur de ma présentation de vous parler de ce qui est la partie thérapie. Et je peux vous dire, il y en a de l'espoir. Mais une des choses, évidemment, qui arrive quand vous rencontrez un médecin, puis ça, c'est plutôt la réalité québécoise, et le Dr. Blais pourrait vous dire la même chose, qu'on n'a pas un système qui est parfait. Et donc, la question, c'est pourquoi, docteur, je ne peux pas commencer mon traitement demain? Mais je vais vous dire, il y a des raisons pour ça. Et une des raisons pour lesquelles je peux dire qu'il y a une bonne raison, c'est que le cancer du poumon est devenu une maladie beaucoup plus complexe. Avant, on avait le diagnostic cancer, puis ça suivi de chimiothérapie et souvent la chimiothérapie toxique. Mais on a essayé. Hop, c'est plate, OK. Donc, il y avait un slide ici qui démontrait qu'on a plusieurs types de cancers. Donc, ça se peut, donc je ne connais pas le diagnostic de chacun d'entre vous, mais ça se peut que vous avez un cancer à petites cellules, un cancer non à petites cellules qui se divise en adénocarcinome et épidermé. Je vais revenir sur ça. Non, mes slides sont complètement à mes à l'avance. Excuse-moi. Je suis désolé. J'ai fait 5 présentations dans les derniers 3 jours, donc je suis un peu mêlé dans mes slides. Mais en fait, ce qui mène à dire, c'est que le cancer, ce n'est pas juste une maladie, c'est une multitude de maladies. Puis même dans certains des sous-groupes de cancer, donc je prends les adénocarcinomes, qui est le cancer le plus commun des cancers du poumon, c'est même encore plus complexe. Et c'est complexe parce qu'on a commencé dans les dernières années d'essayer de caractériser chaque cancer par une signature moléculaire afin de déterminer quel serait le meilleur traitement pour cette personne-là. Et probablement, plusieurs d'entre vous ont des traitements qui sont uniques pour vous. Certains sont probablement des pilules, des traitements intraveineux, immunothérapie. Je vais revenir à ça dans quelques minutes. Mais ici, on a identifié plusieurs gènes qui permet à peut-être vous offrir un traitement qui va être unique pour votre cancer. Et donc, j'ai sorti cette slide en disant, bien, la meilleure manière de visualiser ça, c'est de dire, c'est lequel votre monstre? Est-ce que c'est un adénocarcinome, un épidermoïde, la petite cellule? Puis même dans les adénocarcinomes, vous allez voir, il y en a plusieurs types de cancers qui peuvent être sous-divisés et chacun a sa propre caractéristique. Et donc, ça m'amène à vous parler de la concept de la médecine personnalisée, donc la thérapie ciblée. Et donc, quand on va diviser, surtout pour les adénocarcinomes, quand on va diviser les types de traitements qu'on peut donner, on peut soit parler de l'immunothérapie que tout le monde connaît ou la médecine personnalisée. Et donc, le concept de la médecine personnalisée, et en fait, c'est d'identifier le gène qui serait le gène responsable pour la prolifération de votre cancer et de trouver un traitement unique qui va être capable, comme un clé, d'éteindre le moteur et de faire fondre votre cancer. Et souvent, ces médicaments, si on est capable de les identifier, sont des pilules avec plusieurs avantages. Premièrement, c'est une pilule. Vous n'avez pas besoin de venir à des traitements aux 3 semaines ou aux 6 semaines ou aux 4 semaines. Souvent, ces traitements sont quand même excessivement efficaces. Sont beaucoup plus rapides en termes de réponse, puis
de façon beaucoup plus intéressante pour vous, ça donne une meilleure qualité de vie, surtout si on compare avec les traitements historiques de chimiothérapie. Et donc, au Québec, actuellement, on a investi beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour essayer de bonifier ce concept-là en faisant beaucoup de recherches. Et donc, quand on va diagnostiquer un cancer du poumon, on va essayer de rechercher ces mutations pour être sûr que vous êtes possiblement un candidat pour une thérapie ciblée. Donc, si on regarde une des mutations, malheureusement, des gens qui n'apparaissent pas, mais sont supposés être en rose, si on regarde une des mutations qui s'appelle EGFR, c'est la mutation, une des plus communes pour lesquelles des pilules existent. Ici, au Québec, c'est à peu près 10 %, mais ce qui est intéressant avec cette mutation, surtout si vous êtes un non-fumeur, vous n'avez jamais touché, au moins touché pas beaucoup de cigarettes dans votre vie, vous avez des bonnes chances d'avoir cette mutation-là. Et, oh my God, OK, vraiment. Je suis vraiment désolé. Je pense que la transformation de Mac à EPC, ça n'a pas vraiment bien marché. C'est ça. Ben, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a supposé avoir un slide qui démontre la réponse et l'efficacité du traitement. Et je peux vous dire qu'avec les nouveaux traitements qu'on donne aujourd'hui, donc surtout le médicament qui s'appelle l'osimertinib, qui est notre standard, mais on a d'autres versions qui existent. Mais ça a donné des réponses excessivement plus intéressantes. Puis, en fait, même on est rendu avec des survies qui sont au-delà de 3 ans. Et ça, c'est un exemple d'une patiente que j'ai traitée. Ça fait 4 ans maintenant que je le traite. Sa maladie a l'air pas mal dégueulasse. Je ne suppose pas que vous êtes des radiologistes, c'est bien correct. Sachez que le scan à gauche démontre un poumon qui est complètement envahi du cancer. Puis grâce à une pilule, elle a un poumon qui est pas mal plus propre aujourd'hui. Puis je dis que c'est une personne qui voyage beaucoup plus que moi parce qu'elle a beaucoup plus de temps que moi, mais elle profite de la vie. Une autre mutation qui existe, en fait, c'est une autre anomalie, c'est ALK. Donc, c'est une maladie un peu plus rare. C'est à peu près 3 %, je veux dire, au Québec, c'est plus que 2 %. Puis là encore, c'est une maladie intéressante parce qu'il y a une pilule qui existe. En fait, pas juste une, il y en a peut-être maintenant 5 pilules qui existent. Et ça, c'est une graphique qui je vous démontre un petit peu où on est rendu en termes de survie avec une de ces pilules qui s'appelle alectinib ou l'autre nom, c'est Alecensa. Et puis, on est rendu avec des survies au-delà de 5 ans maintenant. Donc, si on compare avec historiquement, on a dit, bien, le taux de réponse et le taux de survie à 5 ans, c'est autour de 4 à 5 %. Puis là, on a un paquet de monde avec certains cancers qui sont vivants jusqu'à 5 ans. C'est quand même des avances qui sont excitantes pour nous. Et ça, c'est une patiente, juste pour vous donner une idée, que j'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça, qui était aux soins intensifs sur le bord d'être intubée parce que sa maladie était tellement envahissante au poumon. On était capable de partir une pilule aux soins intensifs, puis la passer une semaine plus tard, durant les temps des fêtes, du temps avec sa famille en faisant des randonnées. Donc, c'est vraiment la magie de ce qu'on est capable de faire et donc le potentiel avec ce qu'on est capable de faire. Je voulais juste revenir ici parce qu'il y a un slide ici. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est juste un exemple de ce qu'on est capable de faire. Et en fait, ce qu'on a réalisé avec les technologies qui avancent aussi, qu'on gratte la surface de ce qui est possible. Et je peux vous dire, il y en a de plus en plus de cibles possibles qui fait qu'en sorte qu'on a de plus en plus de thérapies possibles. Et je sais que j'en ai parlé hier avec une de mes patients qui est en train de nous regarder, je pense, virtuellement. Et elle a une mutation un peu plus rare. J'ai dit, bien, quand j'ai juste 30 minutes, je ne pourrais pas parler de toutes les mutations qui existent, mais j'aurais au moins faire une mention sur ce slide-ci qu'il y en a des cibles qui sont actuellement avec un médicament qui existe. Ou qui sont en train d'être soumis pour être accessibles au Québec. Donc, c'est pas mal excitant. Présentement, on pense qu'on est capable de traiter à peu près 15 % des patients avec une pilule, mais mon espoir qu'on va être capable de traiter au moins un tiers, sinon plus, avec des thérapies qui ne seront pas des thérapies intraveineuses. Mais c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui seront possiblement traitables par une pilule. Puis ça, c'est la réalité de la science aujourd'hui qu'on n'est pas rendu là. Mais on a quand même fait des grosses avances avec un traitement qui s'appelle immunothérapie. Et
je montre ça, ça a l'air bien complexe, puis je ne veux pas que vous étudiez c'est quoi. En fait, le concept de l'immunothérapie, c'est qu'on essaie de trouver des médicaments pour faire stimuler votre propre corps pour combattre le cancer. Et donc, les traitements qu'on a à date sont des intraveineux qui sont des anticorps qui sont là pour essayer de garder votre système immunitaire réveillé. C'est à la base le concept de l'immunothérapie en mode simple. Et en fait, ce qu'on a comme données depuis que l'immunothérapie a été découverte, c'est vraiment une révolution thérapeutique pour les gens pour lesquels les pilules, ce n'est pas une possibilité, avec des survies qui sont de plus en plus longues, surtout comparativement à la chimio. Donc, je vous montre ce graphique-là, puis ce n'est pas vous bombarder avec des courbes de survie qui intéressent surtout les médecins et personne d'autre. Mais ça, c'est un exemple d'une étude qui a comparé l'immunothérapie versus la chimiothérapie. En fait, dans ce courbe-ci, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'immunothérapie est, beaucoup plus efficace que la chimiothérapie, mais deux, le suivi ici, vous voyez, on est à 6 ans, ce qui est exceptionnel. Donc, à 6 ans, on a encore 30 de patients vivants. Et je reviens sur le 4 à 5 de patients qui sont supposés des vivants seulement à 5 ans, puis là, on est maintenant à 30 avec les thérapies qui sont maintenant disponibles. Et donc, c'est vraiment des avances qui sont, pour nous, super intéressantes. C'est sûr que j'aurais voulu que 100 des patients soient encore vivants, mais en fait, le progrès qu'on fait tranquillement est de plus en plus bénéfique pour nos patients. Et donc, c'est sûr, sans aller dans tous les détails des traitements, parce que peut-être vous dites, mais je suis avec chimio-immuno, pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir immunothérapie seule? Il y a quelque chose qu'on reçoit sur votre rapport pathologique qui s'appelle le PD-L1, qui est un marqueur qui nous prédit quel serait le meilleur traitement pour vous. Et donc, le thème ici, c'est d'être sûr que vous avez le meilleur traitement. Et donc, il y en a des patients pour lesquels l'immunothérapie seule, c'est le bon traitement. Il y en a d'autres pour lesquels il faut qu'on rajoute un peu de chimio pour voir les meilleurs bénéfices. Et donc, l'intérêt, c'est que vous avez le meilleur survie à la fin. Une chose que je n'ai pas mis ici, parce que c'est surtout une question que beaucoup de gens qui sont sur une pilule nous disent, mais pourquoi je ne peux pas avoir l'immunothérapie? Le problème, c'est que c'est comme deux maladies différentes. Donc, ceux qui ont la pilule, c'est meilleur pour vous et l'immunothérapie est moins fonctionnelle. Et l'inverse est vrai. Donc, ceux qui ont une maladie pour lesquelles les pilules ne sont pas utiles, mais l'immunothérapie est beaucoup plus intéressante pour vous. Puis, on a fait des avances tranquillement. On traite des patients qui ont des maladies métastatiques, mais il y a des patients qui ont des maladies inopérables qui vont bénéficier. Ça, c'est un autre exemple. Et le thème ici, c'est que la courbe en haut est toujours la courbe avec l'immunothérapie qui démontre la puissance de survie et qui sont vues maintenant à long terme. C'est sûr et certain, je ne pourrais pas en parler parce que si vous êtes sous immunothérapie, vous avez probablement eu ces discours soit du médecin, du pharmacien, de votre infirmière pivot, qu'il y a toujours des choses que vous devrez surveiller. La liste, des fois, est longue comme ça. Donc, quand je fais mon speech, j'avoue que ça prend 15 minutes et de laisser le patient un petit peu prendre ce soupe pour dire, ben, pourquoi vous m'offrez quelque chose qui peut donner ce paquet d'effets secondaires? En fait, juste pour vous rassurer, le taux d'effets secondaires est quand même relativement acceptable. En fait, ce n'est pas si pire que ça, mais on veut juste être sûr que vous n'avez pas de toxicité et que vous traînez à la maison. Donc, ça, je vais terminer avec quelques slides. Honnêtement, je n'ai aucune idée quels slides vont apparaître parce que ce n'est peut-être pas la présentation que j'ai travaillée hier soir. Mais en fait, le but ici, c'est de vous montrer qu'on a fait beaucoup de progrès en cancer, surtout avec le cancer non à petites cellules. On commence à avoir de nouvelles thérapies pour le cancer à petites cellules. Mais en fait, si ce graphique montre quelque chose, c'est l'explosion de traitements qui sont maintenant disponibles pour nos patients et qui ont eu un impact positif sur nos patients. Je voulais juste en parler tranquillement les études cliniques. J'avais quelques affaires que je voulais juste dire, mais c'est sûr qu'il y a possiblement un moment où les traitements standards vont moins marcher et là, on va tomber sur nos traitements standards. Mais sachez que tous les traitements que je vous ai parlé, la thérapie ciblée, l'immunothérapie, est venu de quelque part. Et en fait, ces traitements ont été développés, conçus et testés à travers des études cliniques pour lesquelles il y en a eu des patients qui cherchaient d'avoir des traitements meilleurs que ce qu'ils ont actuellement et qui ont embarqué
qui ont le courage d'embarquer dans ces études-là pour voir si on peut mieux les aider. Et donc, juste que vous sachiez, les études cliniques sont importantes pour le développement des médicaments. Il y en a plusieurs phases pour lesquelles la phase 3, c'est la phase standard pour approuver les médicaments, mais ça passe par plusieurs autres étapes pour arriver à des traitements qui sont bien approuvés pour vous. Et donc, juste que vous sachiez, parce que c'est toujours une question quand je parle des études cliniques, il y a toujours cette question, est-ce que je vais être une cobaye, est-ce que je vais être le petit hamster quand vous allez faire plein de choses sur moi pour juste avoir des données pour d'autres personnes. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on essaie de vous offrir le meilleur traitement pour vous et que ces études cliniques sont conçues pour vous donner une opportunité d'avoir accès à des traitements qui pourront vous aider. Et je dirais, ça peut être en forme de nouvelles thérapies ou ça peut être en forme d'utiliser des thérapies existantes dans des stades plus précoces. En fait, tout ce que vous devrez savoir, c'est que c'est des possibilités pour vous aider à avoir le meilleur traitement possible. Et certainement, quand on parle des études cliniques, c'est des traitements qui ne sont pas accessibles à tout le monde, mais qu'on essaie de vous offrir. Et c'est clair pour moi, quand je recrute des patients pour des études cliniques, vous n'êtes pas des cobayes, vous êtes des personnes. Et moi, je veux juste vous offrir ce qui est meilleur pour vous. Et que quand vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler des études cliniques, sachez que vous avez plein de droits et que vous avez vraiment le choix de l'accepter ou non. Donc, je vais terminer là. J'avais des photos des patients que je voulais vous montrer qui ont bénéficié des traitements que vous avez vus, qui sont maintenant vivants 5 ans plus tard, mais comme j'ai probablement envoyé la mauvaise version de ma présentation, je ne pourrai pas. Mais sachez qu'en arrière, il y en a des guides de Canada, Cancer Pulmonaire Canada, qui vont un peu expliquer tout ce que j'ai dit. Il y a des sections sur les traitements qui va parler de la thérapie ciblée, qui va parler de l'immunothérapie, mais chirurgie. Il y a aussi une section sur les soins palliatifs, pas juste pour vous envoyer dans un même soin palliatif, mais tout ce qu'on peut faire pour augmenter votre qualité de vie. Ces guides sont disponibles, sont gratuits à vous et je vous encourage fortement de le lire. C'est sûr que ça a l'air d'être un roman, mais je pense que beaucoup des questions que peut-être vos proches pourront avoir pour le cancer se retrouvent dans ce guide-là. Donc, est-ce qu'on fait les questions maintenant ou do we take questions now or after? OK. Ben, écoute, Karen va suivre, mais est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais être disponible après si vous voulez. Si vous êtes un peu gêné, je serai là. Dans Cancer Canada, c'est un organisme qui se préoccupe de chaque personne avec lesquelles il y a des interactions. Je comprends que c'est une organisation qui est sur plan de temps pour le moment, mais on a des ressources francophones dont moi, on répond aux questions. Donc, si vous avez personnellement des questions, vous avez des poser en public. Si vous avez des questions pour quelqu'un de la famille, si vous avez des choses pour lesquelles vous avez bien avoir des réponses ou des ressources que vous voudriez obtenir, vous pouvez leur poser des questions. Il y a quelqu'un de l'organisation qui va vous trouver la réponse. Alors, ça, c'est vraiment ce message que je veux lancer à tout le monde. C'est que quand on a différents organismes qui s'occupent du cancer, l'Association québécoise du cancer, l'Association pulmonaire du Québec, mais le Cancer Pulmonaire Canada, c'est la seule organisation qui est vraiment spécifiquement centrée sur le cancer du poumon. Puis on pense, moi, ce que je pense, que c'est probablement la ressource qui est la plus proche de pouvoir. Si qui que ce soit qui ont besoin d'informations, il y a une question en arrière. C'est peut-être pas le meilleur temps pour entrer dans tous les détails, parce que nous, on pourrait en parler pendant 2 heures. Mais Kevin, je pense qu'il pourrait répondre à votre question. J'ai pas tout entendu la question. C'est quoi la question?
Est-ce que vous voulez savoir par rapport aux effets secondaires ou juste pourquoi on vous donne l'immunothérapie? Bien, honnêtement, pour répondre à la question, je pourrais en parler pour 6 heures, pas juste 2. Ben, je vais faire la version simple. Peut-être parce que mes slides sont très désorganisés, pourquoi ça ne suit pas nécessairement, ça fait peut-être pas beaucoup de sens. Mais en fait, le but, c'est de trouver ce qui est le meilleur traitement pour vous. Dans votre cas, probablement, ce qui est clair, c'est que vous n'avez pas un cancer pour lequel je peux vous offrir une pilule. Donc, le deuxième volet de traitement qui existe pour les gens qui ont un cancer du poumon et qu'une pilule n'est pas une possibilité, évidemment, c'est le traitement intraveineux. Mais à travers les dernières années, on a fait beaucoup d'avances, puis on a réalisé qu'on est capable d'utiliser votre propre corps pour nous aider à attaquer le cancer. C'est juste que, malheureusement, le cancer est une méchante bébite parce qu'il a trouvé des mécanismes pour endormir votre système immunitaire qui sert à essayer de vous protéger contre pas juste les infections, mais les cancers. Et donc, l'immunothérapie, c'est un gros terme qui dit comment on peut utiliser votre propre corps pour attaquer et de vous aider à battre le cancer. Okay? Dans le contexte de votre traitement, probablement, c'est des intraveineux qui sont des anticorps. Et ces anticorps-là essaient de garder votre système immunitaire réveillé. Et que quand on a un système immunitaire réveillé, ce qu'on aimerait, c'est que ces cellules vont maintenant trouver une cellule tumorale, un cancer, puis essayer de le détruire. Puis ce que j'ai montré dans mes slides est qu'en faisant ça, pour certains patients, c'est beaucoup plus efficace que de donner juste la chimiothérapie. Ça, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans, avec des survies qui sont beaucoup plus longues parce que votre système immunitaire est toujours constamment activé. Et une des choses que j'ai peut-être dit et pas dit, mais on a des survies qui sont à 5 ans, mais si je traçais la ligne et continue, ces gens-là peuvent être vivants encore 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. On a de plus en plus de monde avec des histoires qui disent « J'ai été traité il y a 10 ans avec l'immunothérapie pour un cancer métastatique et on ne retrouve plus mon cancer. » Ça existe de plus en plus. Est-ce que c'est tout le monde? C'est sûr, j'aimerais bien dire que c'est 100% du monde qui va bénéficier de l'immunothérapie, mais il y en a une proportion significative qui sont encore vivants plusieurs années grâce à l'immunothérapie. Et c'est pourquoi j'imagine le médecin a choisi ça pour vous. Est-ce que ça résume les choses en 5 minutes? Plus ou moins? Oui. Oui. On est ici par rapport au cancer du sein en disant très jeune, j'ai eu 100 j'étais sauvée par ça. Donc, je vais juste répéter la question pour les gens qui n'ont pas entendu la question. Donc, la question qui vient d'audience, c'est est-ce que je peux en parler de la détection du cancer précocement? Parce que comme on avait montré dernièrement, au début, excuse-moi, c'est que la majorité des patients avec un cancer du poumon sont détectés trop tard. Elle a raison, et je n'ai pas embarqué parce que je peux en parler encore pour 6 heures sur le sujet, parce que je trouve que c'est une injustice pour nos patients qui sont touchés par le cancer du poumon, qu'on ait le cancer avec le plus de nombre de diagnostiqués par année, et malgré ça, on n'a pas de programme de dépistage. Le cancer du sein, on a des mammographies. Le cancer du côlon, on a une colonoscopie. La prostate, on a des prises de sang. Mais pour le cancer du poumon, on n'a rien. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas palper le nodule dans le poumon. Et souvent, les patients vont se présenter avec des symptômes qui sont très non spécifiques. Vous toussez un petit peu plus. Et avec le COVID, c'est encore plus compliqué. Ça se peut que vous êtes un peu plus fatigué. Peut-être que vous avez un peu mal au dos. Mais ce n'est pas des symptômes spécifiques à rien. Et souvent, ça se passe indétecté pendant plusieurs mois, même plusieurs années. Et c'est plate parce que quand vous allez rencontrer finalement un médecin, le cancer est devenu beaucoup plus avancé.
Ce que je peux vous dire, puis on avait un peu dit est-ce qu'on pourrait peut-être parler du dépistage aujourd'hui, c'est qu'il y a un programme présentement, en fait un projet, excuse-moi, je vais me corriger, il y a un projet qui est mené par le ministre de la Santé pour étudier si on peut implémenter un projet de dépistage. En fait, il y en a 5 hôpitaux au Québec qui participent, puis il faut juste tout simplement aller sur le site web pour savoir c'est quoi les détails. On a certains critères, puis on a réservé pour l'instant juste des gens qui fument. Pour les non-fumeurs, c'est une autre question, malheureusement. Et donc, il y a des critères qui font que vous pourrez être éligible à participer à ce projet-là avec des scans. Et donc, l'objectif ici, c'est combien de patients on pourra détecter en stade précoce, offrir un traitement qui serait à but curatif pour essayer, évidemment, d'éviter qu'on a besoin de parler de tous ces traitements-là. Et j'en profite aujourd'hui pour dire que la famille de Mike Bossy, certains peut-être connaissez, qui est décédé, mais la famille de Mike Bossy sont bien impliqués dans vouloir promouvoir le dépistage au Québec, puis même, je dirais, qu'il y a un match entre les Highlanders et les Canadiens de Montréal qui va avoir lieu le 14 janvier à New York. Puis les propriétaires des Highlanders ont gracieusement offert de soulever des fonds et les contribuer à Lung Cancer Canada, justement pour faire la promotion sur le cancer du poumon. Donc, on a bien hâte de travailler avec eux puis de voir quel type de projet qu'on peut faire pour soulever le sujet que vous avez mentionné. Okay. Donc, il y a des questions qui viennent du web. OK. OK. Oui, la question, c'est laquelle la question? Bon, c'est ça. Donc, il y a une question sur quel type de mon cancer du poumon, une adénocarcinome mucineuse. OK. Bien, c'est sûr et certain, comme j'ai dit, il y en a plusieurs types de cancers, même dans les adénocarcinomes. En fait, la question ici, c'est que c'est une patiente qui a un adénocarcinome un peu spécifique, un adénocarcinome mucineuse. Et puis, elle voudrait savoir c'est quoi le taux de rechute, les traitements. Et puis, elle aimerait avoir des contacts ici au Québec pour en parler. C'est une question pour laquelle c'est un peu compliqué parce que, dans le fond, les taux de rechute, les taux les traitements sont en fait basés sur tout ce que j'ai mentionné, sur les analyses et les analyses moléculaires qu'on fait pour déterminer quel traitement sera le meilleur. Mais aussi, en termes de taux de rechute, ça va dépendre sur le stade de la maladie. Évidemment, quelqu'un qui a un stade 1, donc un petit nodule, les taux de rechute sont beaucoup plus faibles que si, mettons, la maladie est diagnostiquée beaucoup plus tard. Ce que je pense que ça va être le plus intéressant, c'est si vous voulez envoyer vos questions à Lung Cancer Canada, ils vont diriger vers un spécialiste qui va être capable de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Another question? OK. Donc, il y a des questions par rapport à des contacts, mais je pense que la chose la plus gagnante, c'est d'envoyer vos commentaires, vos questions aux organisateurs de Lung Cancer Canada, puis on va diriger vos questions à des spécialistes. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps, je vais passer à la deuxième section. Donc, je suis très fière et très contente de présenter Karine Bourgeois. Donc, Karine Bourgeois est une infirmière pivot qui travaille avec moi, qui est une infirmière pivot en oncologie thoracique à l'hôpital Sacré-Cœur. Et donc, elle va parler un petit peu de toutes les ressources qu'on peut offrir aux patients en termes de ressources communautaires. C'est une question que j'avoue, on parle beaucoup comme médecin. Je laisse ça beaucoup à mes infirmières qui ont beaucoup plus d'informations sur ça. Donc, je vous invite, Karine.
Bien, bonsoir. Premièrement, bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être ici ce soir pour vous présenter plus la portion des services, des ressources offertes aux patients et à leurs familles, leurs proches quand on est pris avec un cancer du poumon. Excusez-moi. Comment je change les diapos? Désolée. Donc, premièrement, je vais vous présenter un peu c'est quoi mon rôle, c'est quoi que ça fait une infirmière pivot. Donc, on est vraiment la personne ressource pour le patient et sa famille. C'est la personne à qui se référer qui vous accompagne tout au long de votre trajectoire de soins. Dans le fond, c'est le avant, le pendant, le après les traitements. On arrive très tôt après l'annonce du diagnostic. Souvent, ça peut différer d'un centre à l'autre. Je vous dirais, on n'a pas tous la même façon de faire, mais souvent, nous, dans le centre où je travaille, on est appelé à rencontrer le patient après la première visite avec l'oncologue. Donc, on est vraiment la personne à contacter dès qu'on a des questions, des préoccupations, changements dans votre état de santé, des effets secondaires après les traitements. Donc, moi, j'aime dire aux patients qu'on est souvent le filet de sécurité entre l'hôpital et la maison. Je trouve ça toujours malheureux quand les patients restent avec plusieurs effets secondaires non soulagés puis attendent impatiemment le rendez-vous avec l'oncologue. Nous, on est là pour ça, dans le fond, pour répondre à ce besoin-là entre les rendez-vous. Donc, qu'est-ce que ça fait une infirmière pivot? On est là pour, dans le fond, faire l'enseignement, vous informer sur la maladie, sur le plan de traitement, les effets secondaires des traitements, comment les gérer à la maison. Donc, dès que vous sortez du rendez-vous avec l'oncologue, nous, on vérifie avec vous, premièrement, si vous avez bien compris le plan du traitement. Parce que souvent, comme Dr. Jaoul disait, ça va vite à un rendez-vous avec le médecin. Souvent, quand on est à parler de la maladie, du traitement, ça l'arrête et on a plusieurs questions par la suite. Donc, nous, on est plus dans le pratico-pratique. Qu'est-ce que vous avez compris du plan de traitement? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Le nombre de déplacements? Quand est-ce qu'on va avoir à faire les examens? Combien de fois vous allez venir par mois à l'hôpital? Également, on vous donne tous les outils nécessaires pour être capable de gérer les effets secondaires aussi après à la maison parce que vous allez venir en clinique externe recevoir le traitement, mais après, la plus grosse partie se fait à la maison. On évalue également les besoins, les ressources du patient. On fait vraiment une évaluation biopsychosociale pour voir si on a besoin de vous référer vers des ressources. C'est sûr qu'on vérifie aussi, on n'a pas tous les mêmes attentes, donc on va travailler avec les attentes, bien sûr, du patient et de sa famille. Ensuite, on réfère aux besoins vers la bonne ressource. C'est sûr que des fois, en début de traitement, le besoin n'est pas là, mais tout au long de la trajectoire de soins, ça peut changer. Donc, on est là pour se réajuster au fur et à mesure. On est là aussi beaucoup pour soutenir et accompagner le patient et sa famille pendant cette longue trajectoire de soins. Donc, on est là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous rassurer aussi dans tout ça. Puis si on voit qu'on a besoin d'une aide supplémentaire, que ce soit pour des groupes de soutien, la psychologue, on est là pour vous référer en même temps. Et on assure aussi la coordination entre les différents soins et services. Donc, il y a des fois des patients qui vont être appelés à avoir des traitements de radiothérapie dans un autre centre. Donc, des fois, ce n'est pas facile de naviguer dans notre système de santé. Là. Ça peut paraître complexe. Donc, on est là un peu pour vous guider puis pour que les soins et les services arrivent au bon moment. Donc, c'est sûr qu'on ne travaille pas seul. On a quand même une équipe de plusieurs professionnels qui travaillent avec nous. Donc, ça va de l'infirmière pivot, l'infirmière en salle de traitement qui est souvent à nos yeux parce que nous, comme infirmière pivot, on essaie de vous rencontrer à l'occasion, mais c'est souvent les infirmières en salle de traitement qui vous voient le plus souvent. On a les divers médecins, les pharmaciens, pharmaciennes qui vous rencontrent également avant de débuter un nouveau traitement pour vraiment vous expliquer les effets secondaires spécifiques à votre traitement. On a les services de nutritionnistes, psychologues, travailleurs sociaux, infirmières de recherche. C'est sûr que l'offre de services, ça peut différer d'un centre à l'autre. On n'a pas tous la chance d'avoir tous ces professionnels-là disponibles rapidement, mais je vais revenir un petit peu plus tard. On a toujours lieu de vous référer selon les besoins.
donc nos partenaires. C'est sûr qu'on travaille étroitement avec les CLSC, donc dès qu'on voit qu'il y a un besoin, par exemple, de soins à domicile, on va vous référer. Il y a une infirmière qui va venir à la maison évaluer les besoins selon vos besoins, là. Nous, dans le centre où je travaille, malheureusement, on n'a pas de travailleur social qui est à la clinique externe, donc on fait la demande auprès du CLSC, ils vous contactent directement. Et pour les patients qui souhaitent arrêter de fumer aussi, il y a les programmes de cessation tabagique qui est là pour vous accompagner. Il y a également les médecins de famille qui sont très importants. Nous, on dit toujours aux patients, vous allez être appelés à venir nous voir fréquemment à l'hôpital, mais on est bon pour tout ce qui a trait à votre cancer. Les autres problèmes de santé, votre médecin de famille, c'est vraiment l'intervenant qui est important. Puis souvent, il va nous aider. On est bon, nous, pour débalancer, par exemple, le diabète, la haute pression et autres. Puis on a vraiment besoin du médecin de famille pour travailler avec nous pour gérer la médication à cet effet-là. Donc, il y a des organismes, c'est sûr que je nommerai pas tous les organismes qui sont disponibles parce que les patients ici viennent de différentes régions. Donc, on a 2 organismes qui offrent vraiment une gamme de services vraiment variés, autant pour les patients atteints de cancer que leur famille. Donc, on a premièrement la Société canadienne du cancer qui offre beaucoup d'informations, que ce soit sur le cancer en tant que tel, sur les traitements, sur l'alimentation et autres. Ils ont même une ligne d'aide que c'est vraiment des intervenants qui ont une formation en oncologie là, qui peuvent vous écouter, vous aider, vous diriger vers un service également. Ils offrent aussi du jumelage téléphonique, du soutien psychologique, excusez-moi, par jumelage téléphonique. Ça peut se faire aussi par clavardage, là, par Internet, pour ceux qui sont plus à l'aise. Il offre aussi le prêt de prothèses capillaires, les perruques, donc c'est moins coûteux que d'en acheter une soi-même. Donc, ça peut être un prêt pour plusieurs mois. Il y a également un service d'hôtellerie, c'est un hébergement, c'est la maison Jacques-Quentin qui est à côté de Maisonneuve-Rosemont, excusez-moi, pour les patients qui ont à faire des traitements de radiothérapie, par exemple, pendant plusieurs semaines. Ils peuvent être hébergés à la maison Jacques-Quentin pour des frais d'environ 35 $ par jour, eux et même un membre de leur famille. Il offre également une certaine aide financière. C'est sûr que c'est selon leur évaluation, le revenu. Ça peut aider pour la portion des voyagements. Souvent, ça peut être une problématique pour les patients qui ont à se déplacer fréquemment pour leur traitement. Oups, j'en ai passé une. Là. On a aussi, j'ai une slide qui est passée. On a la Fondation québécoise du cancer aussi qui offre beaucoup de services. Nous, ils nous ont beaucoup aidés pendant la pandémie parce qu'on a eu des bris de services côté psychologue, nutritionniste et autres. Donc, ils ont comblé vraiment un besoin à ce niveau-là. Ils offrent sensiblement les mêmes services que la Société canadienne du cancer au niveau de l'information, au niveau du soutien psychologique, par exemple. Il offre 2 séances, 2 rencontres, excusez-moi, plutôt avec une psychologue. Donc, souvent, nous, il y a de l'attente des fois dans notre centre avant de pouvoir rencontrer la psychologue. Donc, ça peut combler le besoin. Il offre également du jumelage téléphonique ou par clavardage aussi. Il offre des sessions d'art-thérapie, autant virtuelles qu'en ligne. Depuis l'automne, nous, la Fondation québécoise, il offre des séances de kinésiologie à l'hôpital. Donc, c'est les patients en traitement qui peuvent suivre ce programme d'activité physique qui est vraiment adapté selon la condition médicale de chacun. Il offre une évaluation personnalisée à chaque patient. C'est environ 4 à 6 participants par session. Donc, ce n'est pas des gros groupes. Et il prend vraiment le temps avec chaque participant, puis c'est environ, je crois, 6 séances en tout. Donc, on a la 2e session qui est commencée sous peu, puis c'est très apprécié des patients. On est chanceux qu'ils viennent directement à l'hôpital offrir ce service-là. Il offre aussi un service de massothérapie. Avant la pandémie, on souhaite fort que ça recommence. Ils venaient à l'hôpital également en salle de traitement offrir des massages sur chaise là, pour les patients qui étaient en traitement.
Donc, ce n'est pas revenu encore, mais je sais qu'ils offrent le service directement à la Fondation québécoise. Ils offrent aussi un service d'hébergement. C'est sûr que ce n'est pas pour tous les patients, c'est les patients plus secteur CHUM. Et ils offrent aussi du transport pour aller à leur traitement également. Ils offrent de l'aide financière. C'est sûr que l'aide financière, c'est souvent par l'entremise de la travailleuse sociale. Donc, ça peut être à cet effet-là aussi. Et il y a des séances de yoga, ces choses-là, que ce soit en présence ou en virtuel. Donc, c'est sûr qu'il existe d'autres sortes de ressources. Je vous invite à en discuter avec justement votre infirmière puis votre équipe traitante, mais il y a ces deux organismes-là qui peuvent regarder aussi avec vous s'il y a d'autres ressources dans votre secteur qui pourraient vous être utiles également. Donc, moi, ça termine ma partie des services. Est-ce que vous auriez des questions? Non. Oui? Bonjour. Oui. Moi, je vais avoir deux concerts en simultané. La prostate et le poumon. Ça va très bien en ce moment. Mais en prostate, j'ai été gratuit par le soutien de la il y en a aussi de la prostate. J'ai cherché autant pour un groupe de soutien pour le cancer du poumon. J'en ai pas trouvé. Je suis allé à l'Institut sur Sherbrooke. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le nom sur le groupe de soutien de deux personnes de vie, ça fait vraiment bon. Bon, après le virage, on a cherché partout. Moi, je veux juste être avec la prostate, c'est très important. On se rend compte de l'anticipation. Moi, je dis que ça fait si longtemps que j'ai beaucoup de questions. Alors, j'attends de rencontrer mon médecin, mon infirmière. Je ne sais pas si ça arrive dans la vie, je ne sais pas. Excusez-moi, après 5-6 ans, ça reste. Est-ce que vous avez besoin qu'il existe d'autres soutiens? Non, hein? Bien, proprement pour le cancer du poumon, non. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont été par jumelage téléphonique. Souvent, ils essaient de jumeler avec des patients qui ont vécu ou qui vivent présentement la même sorte de traitement, mais ici, ouais, ben, moi, j'en connais pas, malheureusement. Bien, juste parce que je veux répondre pour les gens sur le web, mais ce que vous soulevez est une question excessivement pertinente. Oui, en fait, votre question est excessivement pertinente parce que, dans le fond, ce soir, c'est la première soirée pour rassembler des patients avec un cancer du poumon. L'intérêt, c'était de mettre ensemble des gens qui ont un diagnostic de cancer pour bien, tout le monde ici a un cancer du poumon. Bon, en fait, pas tout le monde, j'imagine qu'il y a des proches, mais c'est soit des gens qui ont un cancer du poumon ou qui connaissent qu'il y a un cancer du poumon. Et donc, l'objectif de ce soir, c'est de mettre tout le monde dans une même salle, soit en personne ou en virtuel. Mais l'objectif ultime, c'est de créer un momentum pour avoir un groupe qui fait en sorte que vous allez avoir votre propre communauté. Vous avez bien raison. Il y a un pour le cancer du sein. Énorme. Cancer de prostate, énorme. Même pour le cancer de la vessie, il y a très peu en cancer du poumon. Il y en a plusieurs raisons pour ça, mais je vous dirais que et Dr. Blais a mentionné au tout début, ça prend des gens qui sont volontaires pour essayer de nous aider à créer ça. On peut faire comme des professionnels de santé un certain bout, mais on a besoin du monde qui seront engagés à vouloir nous aider à pousser ça encore plus loin, pour qu'on soit capable de créer une vraie communauté qui va s'entraider entre vous pour vous appuyer dans les moments où vous avez des questions, vous voulez organiser vous-même des événements. Puis même, je dirais, on n'a pas eu la chance de dire qu'est-ce qui se passe ailleurs au Canada, mais il y en a des groupes de patients qui se réunissent et créent leurs propres événements. Ça n'a pas besoin d'être ici à l'hôpital, avec les présentations, ça peut être juste des groupes qui vont aller faire des activités pour faire juste la sensibilisation du cancer. Et souvent, dans les groupes, soit dans l'Ouest, à l'Est, en Ontario, ces groupes-là sont capables de créer des petites communautés, puis ça grandit de plus en plus. Malheureusement, non, mais on essaie de créer quelque chose. Oui.
dire un cancer du tout, j'ai un pivot qui bénéficie d'immunothérapie. Et je viens d'une communauté où il y a beaucoup de gens qui ont des questions sur les traitements complémentaires associés. Pas de traitement alternatif, je parle vraiment de traitement complémentaire. Et par exemple, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec la nutritionniste pour savoir s'il existe des régimes, par exemple, qui sont plus favorables ou en tout cas qui peuvent aider et des choses comme ça. Et je voulais savoir, est-ce que dans la communauté des gens qui travaillent autour du cancer du poumon, il y a des échanges qui se font justement à ce niveau-là, je veux dire, dans les équipes de soins entre quels pourraient être les bénéfices de tel genre de régime, par exemple. Là, je peux vous donner des exemples. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il ne faut pas manger de sucre parce que le cancer se nourrit de sucre. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il faudrait que tu fasses comment ça s'appelle, le jeûne intermittent. Il faudrait que tu fasses la diète céto, je pense que c'est à partir avec vous comprenez ma question? Moi, la nutritionniste, elle avait comme réponse, c'était de dire il faut manger beaucoup de protéines, il faut essayer de faire les bons. Mais est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends votre question. Malheureusement, les services souvent qu'on a de nos nutritionnistes, c'est nous, on fait souvent la référence à la nutritionniste parce qu'on surveille le poids des patients avant chaque traitement. Puis nous, notre but, c'est pas que les patients perdent du poids pendant les traitements. On veut qu'ils gardent leur force pour être capables de suivre leur traitement. Donc, je comprends, on se le fait demander souvent. Malheureusement, c'est pas les nutritionnistes sont là vraiment pour conseiller, pour avoir le plus de protéines possible, pour éviter une trop grande perte de poids pendant les traitements. Mais oui, c'est un besoin qu'on se fait souvent demander, mais que malheureusement, en tout cas, nous non plus, les nutritionnistes ne sont pas aptes à... Ce n'est pas des choses qui parlent et qui conseillent aux patients là, des diètes spécifiques, malheureusement. Et je suis à peu près certaine que pour la Société canadienne du cancer et la Fondation québécoise, c'est sensiblement la même chose. Oui, allez-y. Ils ont deux nutritionnistes qui sont en célibataire. Si vous pouvez aller, je connais personnellement ça, à l'hôpital général en oncologie pulmonaire. Mais c'est bien. C'est très bien. Il y a une question ici qui nous demande, dans le fond, en dehors des heures d'ouverture, les week-ends, c'est l'urgence, là, malheureusement, quand on a des questions. Dans le fond, la question est vers qui se tourner, vers quelles ressources se retourner en oncologie les soirs et les week-ends. C'est toujours la bonne question que les patients nous posent régulièrement. Là. Malheureusement, la plupart des cliniques externes sont ouvertes du lundi au vendredi, les jours ouvrables, fermés les fins de semaine. Donc, moi, je réfère souvent les patients à... S'il y a des effets secondaires qui ne sont pas soulagés avec la médication, je les invite à communiquer avec leur pharmacie vraiment d'officine. Les pharmaciens, maintenant, ils peuvent modifier la médication. Ils ont des actes un petit peu plus larges qu'avant. Là. Donc, moi, je leur demande. Puis c'est sûr que même... c'est sûr que si ça ne va vraiment pas, là, un soir, une fin de semaine, nous, on conseille aux patients, par exemple, d'aller à l'urgence parce que ça nous dit, si vous n'êtes pas capable d'attendre notre retour d'appel, que vous avez besoin d'être évalué rapidement, souvent par un médecin. Donc, malheureusement, je pense que c'est comme dans l'ensemble des centres, là, qu'il n'y a pas de ligne pour consulter un infirmière pivot ou autre un soir ou une fin de semaine.
C'est possible d'avoir l'enregistrement. Excusez-moi, je lis les questions en même temps. Je pense que c'est pas mal fini pour les questions. Donc, oui, allez-y. Dans les projets, je ne vais pas comprendre, mais est-ce que le fait d'avoir le diagnostic, est-ce que ça transforme que sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille? Est-ce que ça fait en sorte que ça l'accélère? Oui, habituellement, oui. C'est sûr qu'il faut mettre à jour là, les informations parce que, tu sais, il y a le avant le cancer aussi, là, que c'est par ordre de priorité, mais oui, ils sont supposés avoir une certaine priorisation pour les patients qui ont un diagnostic de cancer. Oui. Donc, je vous remercie. Bonne soirée. On est juste en train de valider s'il n'y a pas d'autres questions. Super, merci beaucoup, Karine. Donc, je pense que depuis qu'on a commencé, on n'a pas eu vraiment la chance d'aller à la toilette. Donc, on vous invite à prendre une petite pause de 10 minutes. On va se rejoindre à 6h35 pour les 2 derniers présentateurs de la soirée. Donc, on vous invite d'avoir une petite pause. Merci. OK, en fait, on a pris une pause de 15 minutes, mais correct. Ça fait que les gens jasent, puis ça, c'est super. On va recommencer parce qu'on a 2 autres excellents présentateurs pour clouer la fin de la soirée. Donc, je suis bien heureux parce que j'avoue, il y a une personne qui a dit « C'est quoi la kinésiologie? » Puis je suis comme « Je vais savoir ce soir. » Donc, je vais vous introduire Guillaume Bastarache. Donc, Guillaume, son petit bio ici, c'est un kinésiologue qui travaille à la Fondation Virage, c'est ça, depuis 2015. Et c'est vraiment en raison de ses études qui s'intéresse au cancer du poumon. Il a mené un projet en partenariat avec le CAM et le CHUM pour évaluer l'impact de l'entraînement à haute intensité sur la qualité de vie des patients atteints d'un cancer du poumon avancé. Et donc, comme Karine a mentionné, on a aussi des kinésiologues à Sacré-Cœur. Donc, c'est quand même intéressant que je sache pourquoi on a une kinésiologue et comment ça va bénéficier un patient. Donc, je donne la parole à Guillaume. Merci. J'ai plus de sous. Je ne sais pas si. Ah, c'est OK, c'est bon. Alors, donc voilà, oui, je suis kinésiologue à la Fondation Virage au CHUM. Puis, dans le fond, c'est ça, notre rôle, c'est d'accompagner les patients dans leur pratique d'activité physique. Puis, plus spécialement, je suis spécialisé en oncologie, donc d'aider les patients à demeurer actifs au travers des différentes étapes des traitements en onco. Alors, aujourd'hui, je vous parle des bienfaits de l'exercice contre le cancer du poumon. On va parler d'abord, voilà, on va parler d'abord des bienfaits généraux de l'activité physique pour la santé, le cancer du poumon ou non. On va parler des bienfaits spécifiques au cancer du poumon, les obstacles que les patients vont rencontrer dans l'adoption d'un mode de vie actif et bien sûr, je vais vous donner quelques petits trucs par rapport à votre pratique d'exercice à différents stades des traitements.
Comme j'ai dit plus tôt, je travaille à la Fondation Virage qui offre un service de kinésiologie pour les patients du CHUM. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail là, à la fin de la présentation. Alors, pour les bienfaits généraux, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde a intérêt à être actif physiquement. C'est bon pour notre santé. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que c'est bon pour prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires, de diabète, prévenir l'apparition du cancer. Donc, quelqu'un qui a un diagnostic de cancer du poumon n'est pas à l'abri de développer un autre cancer. C'est bon pour aussi aider à réduire les symptômes d'anxiété, de dépression et d'améliorer le bien-être général. Donc, ça, c'est bon pour tout le monde. Alors, si un diagnostic oncologique, les traitements et tout ce qui vient avec vous empêche de faire l'activité physique ou fait en sorte que vous en faites moins, vous vous privez de quelque chose qui est excellent pour votre santé. Sans même qu'on parle de bienfaits spécifiques à la maladie en tant que telle, tout le monde devrait idéalement faire de l'activité physique sur une base assez régulière. Les recommandations générales, ça ressemble à ce que vous avez à l'écran. On parle de 150 à 300 minutes par semaine d'activité physique modérée. On va parler un petit peu plus tard en détail c'est quoi une activité modérée. Et on pourrait couper ce chiffre-là en deux si on pratique des activités physiques plus vigoureuses. Ça aussi, on va l'expliquer plus en détail tout à l'heure. Donc, idéalement, si on peut ajouter à ça 2 séances d'activité où on fait du renforcement musculaire, donc 2 séances par semaine, ça veut dire des séances où on soulève des charges, on fait travailler nos muscles, on travaille contre une résistance. On a pleinement les bienfaits. Et ultimement, on veut éviter les comportements sédentaires. Alors, pour les activités physiques plus douces comme la marche, les étirements, on veut essayer de remplacer du temps où on serait assis, où on serait couché par du temps où on marche, on est engagé dans des activités qui sont de faible intensité. J'ai quelqu'un dans la salle, est-ce que je peux laisser la personne rentrer? On va dire que oui. OK. OK. Alors, pour les bienfaits spécifiques au cancer du poumon, bien évidemment, on nous demande si ça va avoir un impact sur la survie pour les patients. C'est prometteur pour ce qui est des cancers du sein, cancer du côlon. En cancer du poumon, il y a encore peu d'études sur la survie en tant que telle. J'ai soulevé par contre 2 données intéressantes. D'abord, on a une étude qui a été menée aux États-Unis qui date un petit peu. Les résultats sont parus en 2016, mais c'est sur une cohorte de près de 1500 patients qui ont été suivis sur une douzaine d'années, de 1987 à 2009. Et parmi tous ces patients-là, ceux qui déclaraient être physiquement actifs avaient une moyenne de survie 4 ans plus importante que les patients qui ne l'étaient pas. Okay? Alors, évidemment, c'est auto-rapporté, mais quand même, c'est assez significatif comme résultat. Donc, la moyenne de survie s'est améliorée dans les dernières années grâce à l'innovation dans les chirurgies et dans les traitements comme l'immunothérapie. Donc, ces moyennes-là ne sont plus tout à fait à jour, mais quand même, l'effet de l'activité physique était déjà bien présent. Alors, ça nous parle. Et puis, pour les patients qui étaient actifs avant un diagnostic de cancer du poumon, on remarque une diminution de la mortalité une fois que le diagnostic est posé. Alors, on a intérêt à arriver le jour où on reçoit le diagnostic dans la meilleure condition physique possible. Il est permis de croire que de demeurer actif ou de le devenir va aussi apporter des bénéfices pour la survie. Mais ça reste encore là, à confirmer pour avoir des énoncés clairs là-dessus. Évidemment, pour la qualité de vie, il va y avoir des bénéfices également. Alors, la recherche soutient la pratique d'activité physique pour diminuer la gravité des symptômes, pour améliorer également la capacité physique, ça va de soi. Si on améliore notre condition physique, on fait de l'entraînement, on va avoir plus de force, d'endurance, on va sentir qu'on a plus d'autonomie dans notre quotidien. Et ça aide à combattre la fatigue, qui est le symptôme numéro 1 rapporté par les patients, tout diagnostic oncologique confondu. Là. Donc, c'est un outil de taille, l'activité physique, pour combattre ces différents symptômes-là. Il va y avoir aussi plusieurs bénéfices entourant la chirurgie. Donc, pour les patients qui se font proposer une chirurgie, il y a 2 moments où on peut faire de l'entraînement, avant la chirurgie et après la chirurgie. Donc, dans le contexte préopératoire, c'est un concept qui est un peu plus nouveau. On appelle ça la préadaptation ou la préhabilitation. Donc, c'est le but de dire, il y a un trauma qui s'en vient, j'ai une chirurgie qui s'en vient, ça va affecter ma condition physique, ça va affecter ma santé. Au lieu d'attendre que ça arrive et de commencer la réhabilitation après, bien, je vais me préparer à l'avance, je vais commencer à faire un peu d'exercice, je vais améliorer ma condition physique. Comme ça, même si ma condition diminue après le stress, après le trauma, je pars de moins bas, c'est plus facile de remonter la pente. Alors, ça a été démontré que les patients qui pratiquent ce qu'on appelle la préadaptation vont diminuer le temps d'hospitalisation suite à l'intervention, puis vont aussi diminuer le risque de complications. Alors ça, ce n'est pas rien. Et puis par la suite, on peut faire comme on faisait déjà, ce qu'on appelle la réhabilitation, donc commencer de l'exercice après l'intervention chirurgicale. Ça va nous permettre d'améliorer notre souffle, donc diminuer l'essoufflement, améliorer la force et aussi améliorer l'autonomie, la qualité de vie générale, comme on a mentionné précédemment. Alors, ça fait beaucoup de bienfaits spécifiques pour nos patients qui ont un cancer du poumon.
Et bien évidemment, il va y avoir des obstacles. Alors déjà, on le sait, pour l'être humain moyen, ce n'est pas évident de commencer à s'entraîner, à faire l'exercice puis à maintenir ça. J'ai travaillé dans les gyms longtemps, puis c'est vrai que ça se remplit en janvier puis que ça se vide en mars. Okay? Alors, quand on a un diagnostic oncologique, il y a des obstacles qui s'ajoutent à ça. Alors, ça a été vérifié, effectivement, il y a une diminution du niveau d'activité physique après le diagnostic. C'est dû à la maladie en tant que telle, à ses effets secondaires, aux effets secondaires des traitements. Ça peut être dû aussi à des causes plus environnementales. On a des patients qui nous rapportent que la météo devient soudainement un facteur pas mal plus important, les chaleurs intenses, le froid extrême l'hiver, on n'a pas envie de sortir. Si en plus il y a une distance importante avec les installations sportives, ça devient un obstacle de plus. Des activités qui sont peut-être non stimulantes aussi pour les patients. Donc, si on n'aime pas ce qui est proposé, il faut aimer l'activité physique, il faut aimer ce qu'on vous propose, là. Puis aussi, ça a été assez bien démontré qu'il y a un manque de connaissances, puis un manque aussi de directives claires venant du personnel soignant. Donc, pour ce qui est des connaissances, c'est ce que je veux briser un petit peu avec vous ce soir, là, donc vous en parler un peu. Les gens vont souvent se concentrer sur leurs activités de la vie quotidienne. Donc, ils vont considérer qu'ils sont assez actifs parce qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire dans la vie de tous les jours. Mais il y aurait quand même un intérêt à faire de l'exercice pour aller chercher des bénéfices bien précis, comme l'entraînement cardiovasculaire, certains étirements, des exercices de renforcement musculaire, comme on a discuté tantôt. Donc, voilà. Alors, quelques trucs pour faire un peu d'exercice à différents moments des phases de traitement. Ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que ça a été démontré que de faire de l'exercice suite à un diagnostic oncologique, c'est sécuritaire. Même pour les cancers du poumon avancés, c'est sûr que ça vient quand même avec certaines particularités. Il faut que l'activité soit adaptée. On ne peut pas tout faire, mais de façon générale, on peut dire que l'activité physique est sécuritaire et il faut éviter la sédentarité. Donc, si vous pouvez retenir une chose, en faire un peu, c'est mieux que rien. Vous n'êtes pas obligé à tout prix d'atteindre les quotas qu'on a dit tantôt. On veut, si vous ne bougez pas, commencer, initier le processus, commencer à vous mettre en action, essayer de l'activité physique à petite dose, puis augmenter progressivement. Plus tard, je vous parle du service de kinésiologie qui va vous aider à faire ça. Mais s'il n'y en a pas dans votre secteur, je peux vous donner des ressources à ce moment-là. Donc, quand on accompagne quelqu'un en activité physique en onco, on utilise beaucoup ce qu'on appelle l'échelle de perception de l'effort. Donc, c'est très subjectif. Il y a juste vous qui pouvez mettre un chiffre sur votre effort. En fait, c'est à quel point vous ressentez que ce que vous faites est difficile ou non. Alors, sur l'échelle que vous avez à l'écran, il y a 3 zones, la zone bleue, la zone verte et la zone rouge. Donc, la zone bleue, les efforts qui sont doux, par exemple de la marche, mais à une vitesse qui est lente, des exercices de mobilité, d'étirement, quelque chose qui est relativement facile, qu'on peut faire de façon assez soutenue, assez longtemps. On a les activités dans le vert, donc modérées. On sent que les muscles travaillent, on commence à avoir un peu chaud, on commence peut-être à transpirer un petit peu. On est peut-être un peu essoufflé également. On n'est pas au maximum, mais on ne peut pas nous dire non plus que c'est facile comme effort. Cette zone-là, elle est bien importante pour nous parce que c'est là qu'on commence à avoir vraiment des bénéfices, mais on est quand même à une intensité qui permet d'éviter la fatigue, d'éviter les blessures, d'éviter de se surmener un petit peu. Donc, la fameuse zone rouge après où les efforts sont très difficiles, près du maximum de ce qu'on peut faire. Dans les circonstances, on va essayer de les éviter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en contexte de traitement, généralement, notre batterie interne, notre niveau d'énergie, la batterie se vide plus rapidement et prend plus de temps à se remplir. Okay? Alors, si on fait une activité physique où vraiment on y va intensément, on vide nos réserves d'énergie, ça peut prendre plusieurs journées avant que ça recharge suffisamment pour qu'on puisse à nouveau pratiquer de l'activité physique. Alors, on essaie de faire attention à nos réserves d'énergie. La zone verte, ça va être le bon compromis pour avoir des résultats, mais ne pas se fatiguer, ne pas se causer plus de tort. Alors, on va y revenir dans un instant pour les différentes zones. Donc, pour ce qui est de l'entraînement après une chirurgie, avant une chirurgie, en fait, s'il n'y a pas de traitement oncologique, comme un protocole de chimiothérapie, par exemple, la première étape de votre traitement, c'est une chirurgie, mais il n'y a pas de contre-indication particulière en lien avec l'oncologie. Évidemment, si vous avez d'autres problèmes de santé, surtout au niveau du cœur, les articulations, l'équilibre, donc, il va falloir en tenir compte. Mais comme un peu pour tout le monde, on va essayer d'éviter les blessures. On ne veut pas arriver le jour d'une chirurgie plus magané qu'on va l'être, là. Et puis, pour ce qui est de l'entraînement, on va se fier aussi aux antécédents sportifs de la personne. Donc, si vous n'avez jamais fait d'activité physique et vous voulez commencer parce qu'il y a une chirurgie qui s'en vient, bien, on ne commencera pas avec de la course à pied pour des longues distances. On va commencer progressivement et on va se fier un petit peu à ce que vous avez fait dans le passé. Après la chirurgie, bien là, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Donc, premièrement, le type de chirurgie que la personne va recevoir. On a la chance maintenant d'avoir des chirurgies qui sont moins invasives que d'autres.
Il y a encore des patients qui vont avoir une thoracotomie, donc on va aller ouvrir la cage thoracique. C'est plus invasif comme chirurgie, le temps de récupération est plus long, ça va dépendre de ça. On va vouloir choisir des exercices qui sont confortables. Donc, même si on n'a pas pleinement encore guéri au niveau de la chirurgie thoracique, on peut peut-être commencer à faire des exercices pour les jambes, commencer à faire des exercices pour les bras. Il y a peut-être certaines choses qu'on peut faire en attendant que la plaie guérisse, que le thorax guérisse. Donc, ça, encore une fois, c'est progressif, c'est selon chaque personne, selon chaque chirurgie. Pour une même intervention, on peut avoir des complications chez quelqu'un, d'autres personnes qui n'auront aucune complication, alors ça va varier énormément. Pour ce qui est des traitements de chimiothérapie et d'immunothérapie, ce qui est particulier, c'est que généralement, c'est un traitement qui est administré sous la forme de cycle. Donc, on va recevoir un traitement, puis il va y avoir quelques journées, quelques semaines de pause et on va administrer ensuite un autre traitement. Le but de cette pause-là, c'est que les effets secondaires tranquillement s'atténuent, puis qu'on puisse à nouveau recevoir le traitement, se sentir assez bien. Donc, l'entraînement va être également cyclique, va suivre les cycles de chimiothérapie. Donc, habituellement, les effets secondaires sont plus forts dans les journées qui vont suivre le traitement. Donc, on va se concentrer sur des activités à faible intensité, comme des étirements, des exercices de mobilité, de la marche à petite dose, pour ne pas ankyloser, ne pas devenir sédentaire dans ces journées-là. Et ensuite, quand le niveau d'énergie revient, quand les effets secondaires s'atténuent, bien là, on va réintégrer les exercices de renforcement musculaire, de renforcement cardiovasculaire pour se préparer pour notre prochain cycle. Alors, si on est capable de faire ça, on va réussir à maintenir notre condition physique au travers des différents cycles de chimiothérapie. Si quelqu'un ne fait aucune activité physique, ne fait qu'encaisser les effets secondaires, ne bouge pas, on s'attend à ce que la condition de la personne diminue de cycle en cycle. Alors, on est capable de se maintenir jusqu'à un certain point. Ça va varier d'une personne à l'autre. On a même vu des gens qui s'amélioraient, même s'ils étaient en chimiothérapie, parce qu'ils s'entraînaient pour la première fois de leur vie, ils n'avaient jamais fait ça. Il y avait un potentiel d'amélioration qui était immense. Ils étaient plus en forme que quand il n'y avait pas eu de chimio. Alors, ça se peut. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais ça vaut la peine. Et puis, pour moduler votre entraînement, donc, comme je viens de le dire, on va suivre les cycles de chimiothérapie. Et pour le choix des exercices, on va éviter les douleurs, les inconforts. On va choisir des exercices aussi en lien parfois avec l'installation d'un porte-à-4 ou d'un PICC-line. Donc, le porte-à-4, c'est ce qui peut être installé sous la clavicule. Dans ce cas-là, on va éviter les exercices qui vont aller au-dessus de l'épaule, de soulever des charges au-dessus de la tête. Pour le PICC-line, ça peut être des inconforts au bras. Certaines personnes vont être tout à fait à l'aise de faire les exercices, d'autres non. Donc, on va se fier à ça. On va travailler d'autres régions du corps. Et je mets les métastases osseuses là. Parce qu'il y a beaucoup de particularités qui viennent avec ça pour les gens qui ont des métastases au niveau des os. Il y a certains exercices qu'on ne pourra pas faire. Habituellement, on va éviter de mettre de la pression sur un site où il y a une métastase. Et ça devient des fois plus compliqué. C'est là où ça vaut la peine d'avoir un encadrement avec un spécialiste en activité physique en oncologie. Pour ce qui est de la radiothérapie, c'est un traitement qui est généralement administré sur plusieurs jours, sur une courte période de temps, mais par contre, l'effet qui va être majeur et qui peut se prolonger au-delà du traitement, c'est la fatigue. Donc, beaucoup de patients vont rapporter se sentir fatigués plusieurs semaines après le traitement. Ça peut même durer des fois des mois. Alors, on va viser des entraînements à faible à moyenne intensité selon votre niveau d'énergie quotidien. Il peut y avoir des meilleures journées, des moins bonnes journées. Donc, on s'ajuste. Et probablement des séances plus courtes pour commencer, ça serait l'idéal en contexte de traitement de radiothérapie. Il y a également la possibilité qu'il y ait une sensation ou carrément une brûlure au site de la peau où la radiothérapie a été appliquée. Donc, si c'est le cas, on va essayer d'éviter les exercices où il y a du frottement, où on met la région, où on la stresse, on contracte beaucoup les muscles, où il y a la brûlure. Donc, ça, évidemment, c'est temporaire. Donc, pendant la période où c'est présent, on va éviter ces exercices-là, puis on pourra les réintégrer progressivement selon le confort de la personne. C'est pas mal pour les conseils que je voulais vous donner. Aujourd'hui, j'avais peu de temps, donc je voulais y aller de façon assez générale. Il va sûrement y avoir des questions peut-être un petit peu plus pointues par rapport à votre cas personnel. On va pouvoir y répondre dans un instant. Je vais vous parler rapidement du service de kinésiologie de la Fondation Virage. Donc, on est basé en fait à l'Hôtel-Dieu. On fait partie du CHUM. Et puis, on offre le service depuis 2014. Donc, c'est offert à tous les patients qui ont un diagnostic oncologique, donc évidemment, y compris le cancer du poumon. Ce qu'on fait avec les gens, c'est qu'on commence par une évaluation. Donc, on va vous rencontrer, relever l'historique de votre condition de santé, de votre condition oncologique. On ferait quelques tests physiques à intensité faible à modérée. Et puis ensuite, on va pouvoir vous remettre un plan d'entraînement avec vos exercices qui sont pour vous, ou vous donner des recommandations si vous êtes déjà relativement actif. Pour les patients qui ont terminé les traitements, qui souhaitent améliorer leurs conditions physiques, on a un cours spécial qui s'offre sur Zoom, donc sur une plateforme virtuelle. Donc, le cours est donné 5 fois par année. C'est des sessions qui durent 8 semaines.
3 cours par semaine. Donc, c'est assez intensif quand même. Vous n'êtes pas obligé de faire 100% des cours. Mais ça vous donne une sérieuse chance de vraiment faire des gains au niveau de votre condition physique, peut-être de vous faire accrocher à l'activité physique puis continuer par vous-même par la suite. Alors, le programme est pensé pour évoluer en termes d'intensité d'une semaine à l'autre. Alors, les gens progressent assez bien dans cette session-là. Si vous êtes actuellement en traitement, puis ça inclut également les semaines qui vont suivre une chirurgie. Donc, on a également des cours qu'on appelle le groupe pendant traitement. C'est un cours qui est également sur Zoom. C'est 2 fois par semaine. Chaque participant a son propre plan d'entraînement. Donc, ce n'est pas un cours où tout le monde fait la même chose en suivant la musique. Là, vous allez avoir votre propre plan. Vous le faites à votre rythme, mais on peut vous superviser, on peut répondre à vos questions. Mais vous êtes assez autonome dans ce groupe-là. Puis actuellement, on a entre 25 et 35 personnes à chaque lundi, mercredi matin qui s'entraînent avec nous, qui ont leur programme et qui peuvent recevoir un peu de supervision. Alors ça, c'est ouvert. Si vous avez des traitements sur 6 mois, vous pouvez faire 6 mois de cours avec nous. Si ça dure 1 mois, ça durera 1 mois. Si c'est à long terme, on va pouvoir vous suivre à long terme également dans ce groupe-là. Finalement, si les cours en ligne sur Zoom, ça ne vous intéresse pas trop, vous préférez avoir un plan puis faire des rencontres individuelles, c'est également possible. Donc, si vous avez terminé les traitements, on offre de 3 à 5 séances de suivi sur une période d'environ 2 mois. Donc, on vous prépare un programme d'entraînement pour faire des suivis avec vous puis vous aider à évoluer au travers de vos exercices. Si vous êtes en traitement, le suivi est offert à long terme pour la durée des traitements. Et les rendez-vous vont être à peu près 1 fois par mois, des fois un peu plus si la situation est stable, ça va bien. Alors, tout ça est également possible. Je vous mets les coordonnées à l'écran s'il y en a qui veulent le prendre en note. Vous pouvez nous appeler. C'est le numéro du CHUM. Vous faites le poste 24144. Vous avez également les adresses courriel. On est 3 kinésiologues là, à la Fondation, donc vous pouvez également nous envoyer un courriel. À noter que s'il y a des gens qui sont de la Rive-Nord, le service est offert également. Si vous êtes suivi en oncologie au CHUM ou à la Cité de la Santé, vous pouvez bénéficier du service sur la Rive-Nord. C'est Maude qui s'en occupe, Maude Bergeron. Et c'est offert à la Cité de la Santé. Finalement, je vous mets aussi le site web de Virage en bas. Donc, il y a d'autres services qui sont offerts que la kinésiologie, le yoga, la massothérapie, il y a de l'art-thérapie, atelier d'écriture. Il y a un service aussi de prothèse capillaire, donc il y a un paquet d'autres services qui est offert à la Fondation Virage. Et la majorité des services, c'est gratuit ou à faible coût. Alors, ça vaut la peine d'en profiter. Et puis, c'est pas mal ce qui va conclure ma présentation aujourd'hui. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. Monsieur, oui, en noir. Bien, merci, Denis. Oui. Avant, on le faisait. Malheureusement, on a été un peu victime de notre succès, puis on ne peut plus se permettre de le faire. Donc là, pour l'instant, on ne suit que les patients qui ont un suivi oncologique au CHUM. Et puis, comme je disais, s'il y a des gens qui sont suivis à la Cité de la Santé, peuvent bénéficier du service à la Cité de la Santé. On a maintenant une kinésiologue qui travaille là-bas également. Oui? Oui, c'est une bonne question. Je viens de me rappeler qu'il faut que je répète pour Zoom. Le lundi matin, je fais du conditionnement physique avec l'étirement. Le jeudi, je fais de la... C'est pas de la Zumba, c'est pour les aînés, c'est de la danse latine. Puis chez nous, j'ai mon vélo stationnaire parce que des températures, des fois, l'hiver, on ne peut pas sortir. Fait que je fais du vélo, j'en fais seulement 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. C'est du trop, c'est du... Bien, c'est une très bonne question. Dans le fond, je viens de me rappeler, il faut que je répète pour les gens sur Zoom. On me demande si j'en fais assez d'activité physique. Puis la dame dit qu'elle fait du Zumba, c'est ça? Mais ça ressemble. Danse latine. Danse latine pour aînés, du vélo stationnaire à la maison, de l'entraînement du conditionnement physique le lundi. Fait que c'est assez varié. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est varié. Vous avez des exercices de renforcement musculaire là-dedans. Vous avez quelque chose d'amusant. Je pense que vous avez du plaisir. Vous m'en parlez et vous souriez. Donc, je pense que vous aimez vos cours. Fait que ça, c'est extrêmement positif. Est-ce que c'est trop? Bien, la question à se poser, c'est quand je finis mon entraînement, est-ce que j'ai des douleurs que je n'avais pas quand j'ai commencé? Est-ce que mon niveau d'énergie a descendu drastiquement? Si ce n'est pas le cas, bien, probablement, vous n'en faites pas trop.
Maintenant, est-ce que vous en faites assez? On a parlé des quotas tantôt. On peut le calculer carrément, voir est-ce qu'on atteint à peu près 150 minutes par semaine d'activité où on a chaud, on travaille nos muscles, on transpire un peu. Donc, si on arrive à peu près à 150 minutes, bien, vous atteignez pas mal ce qu'il faut, je vous dirais. Puis si vous êtes un peu en dessous, bien, comme je disais tantôt, en faire un peu, c'est mieux que rien. On est dans la bonne direction. Il ne faut pas non plus se sentir mal. Donc, si jamais vous pensez à augmenter votre pratique d'activité physique, faites juste le faire progressivement. Rajouter quelques minutes par-ci par-là, vous faites déjà du vélo stationnaire, vous pouvez penser peut-être à augmenter éventuellement l'intensité de votre vélo si vous trouvez que c'est trop facile. Mais tout ça, on le fait toujours progressivement. Donc, jamais sauter d'étape. Mais c'est très bien parti, ça a bien du bon sens. Bravo. Bravo, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai des questions sur Zoom, si je peux les voir. Do you have any questions on Zoom? Yeah, on Zoom. No? Question. OK. Ben, je pense que ça va être ça, tout le monde. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de journée. Donc, si j'ai appris une chose, c'est que je ne suis vraiment pas en forme comparativement à vous. Je suis devenu un patate depuis que j'ai des enfants, donc il faut que je m'entraîne, je vais m'inscrire à une session. Je peux dire que je suis plus en forme depuis que j'ai eu mon cancer qu'avant je travaillais, je n'en fais pas. Maintenant, C'est drôle, hein? On est confronté à beaucoup de choses, mais rien qui nous confronte que notre propre mortalité, puis des choses qu'on prend pour acquis, mais maintenant, on ne prend plus pour acquis. C'est vraiment des choses qu'on devrait retenir sincèrement. Écoutez, on tire vers la fin, mais on ne va pas partir sans avoir un mot de quelqu'un qui va peut-être comprendre plus que d'autres l'expérience d'avoir un cancer du poumon. C'est dommage que Dr. Blais nous a quittés pour une autre réunion, mais il aurait voulu introduire Sonia. Sonia, tranquillement. Sonia est une personne qui est connue avec un cancer du poumon. Elle a reçu sa diagnostic il y a 8 ans. Et donc, s'il y a une preuve de ce que j'ai dit en termes de ce qu'on est capable de faire, mais voilà, elle est avec nous et ça fait 8 ans sous traitement et ça va très bien. Et donc, il y a un couple de choses qui étaient rajoutées que je veux mentionner. Donc, c'est une personne qui adore la vie. Elle adore se promener avec son chien. Elle prend des longues marches sur le long de la rivière, prendre des photos, aller voir des spectacles. En fait, adorer la vie. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir de ça. Donc, Sonia, je t'invite à parler de ton expérience. Merci beaucoup tout le monde. Je suis un peu nerveuse, là, mais je vais essayer de vous faire ça simple. Oui, je voulais commencer par dire que j'aime la vie, j'adore la vie. Puis Kevin l'a bien mentionné, je suis comme ça. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui était très optimiste puis qui voyait la moitié du verre plein. 5 ans avant d'avoir mon diagnostic, il m'est arrivé une épreuve, moi je pense la pire qui peut arriver pour un parent. J'ai perdu ma fille et elle avait 15 ans et 9 mois. Et une semaine à peu près après son départ, on attendait les funérailles. Je me promenais avec ma sœur sur le bord de l'eau. Je pleurais, bien entendu. Tu sais, je ne vous dis pas que ça a été comme ça. Mais c'était l'automne. Je voyais les feuilles, le bord de l'eau, les arbres. Et j'ai eu un moment wow. J'ai fait « Mon Dieu, c'est donc bien beau. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'aimais la vie plus que tout puis que j'étais pour survivre à ça. Donc, quand est arrivé le diagnostic du cancer, j'ai pas fait comme je m'excuse, j'ai pas fait mon monde ne s'est pas écroulé. J'ai fait « Ah oui, la vie, tu m'en envoies un autre, viens-t'en, je t'attends avec un fanal puis une brique. » Mon diagnostic, ça a été quand même assez long, ça a pris presque 1 an, mais j'ai été pris en charge tout de suite, puis ça a été bien comme il faut, à partir de mon médecin de famille qui n'était pas capable d'expliquer pourquoi j'avais certains saignements
gynécologique. J'étais en périménopause, puis ça ne marchait pas. J'étais sous hormonothérapie. M'a référé à une gynécologue, passe des tests, trouve rien. Mais j'avais un test de sang. Moi, je ne connaissais pas ça dans le temps. Maintenant, je sais que quand on est une femme et qu'on a des problèmes gynécologiques, on fait passer un test de CA125. Le CA125 était très haut. Et d'habitude, ça peut indiquer un cancer gynécologique. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, elle parle de ça à son boss. Son boss lui dit « Non, 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 c'est pas bien que vous trouvez rien. » On la réfère à ce moment-là. Ça fait assez longtemps que c'était même pas le CHUM. Le CHUM n'existait pas. On m'a référé à l'hôpital Notre-Dame, où là, j'ai été vue par, pour ceux qui la connaissent, la merveilleuse docteure Diane Provencher, qui est une gynéco-oncologue merveilleuse, fantastique. Elle m'a pris tout de suite en charge, fait passer tous les tests, me fait passer un scan. Et là, je ne sais pas si c'est parce que je suis un petit gabarit ou quoi, mais en faisant passer le scan pour les organes génitaux, oups, on a attrapé le bord de mes poumons en bas. Et oups, on s'est aperçu que j'avais des masses dans le lobe inférieur droit. Et là, personne ne me parlait de cancer jamais. On disait « Ah, mais on va voir. » Là, je disais « Mais voyons, il y a quelque chose. » Oui, oui, mais non, on va voir, attendez. Fais un autre examen. Passe un examen par en haut ici pour voir si mes ganglions d'en haut sont infectés, sont pas infectés. Donc, on me dit « Thoracotomie, on t'enlève le lobe inférieur droit. » Et moi, mon éternel optimiste, je me dis « C'est fantastique, on m'enlève le lobe, on n'en parle plus après. » Je prends congé du travail. J'étais directrice à ce moment-là d'un regroupement pour, en tout cas, réintégration socio-professionnelle. Je fais un petit comité de direction pour les 6 semaines, les 6 à 8 semaines que je vais être partie. Je vais revenir, ça ne sera pas long, attendez-moi. Et dans tout ça, je vous dis, je n'ai jamais été découragée, démoralisée, sauf quand je me suis réveillée de ma thoracotomie. Et là, j'avais le chirurgien qui était assis à côté de mon lit, qui m'attendait. Je pense qu'il voulait s'en aller chez eux. Il était fatigué, qui me poussait, puis qui me disait bon, ben oui, puis est-ce que ça a bien été? Fini? Il me dit non, malheureusement, je ne te l'ai pas enlevé. Comment ça, tu ne m'as pas enlevé mon lèvre, voyons. Il me dit on a trouvé des ganglions infectés. On n'avait pas trouvé en haut, mais on en a trouvé en bas dans la lobe du poumon. OK, là, je pouvais vous dire que j'étais une couple de jours que je pensais que j'étais pour mourir. Là. Surtout que lui, il m'avait dit, j'ai demandé combien de temps, il me dit 2 à 5 ans. Et que je n'étais pas contente. Là. J'étais triste, puis en même temps, je n'étais pas contente. La fois d'après que je suis allée le voir, j'ai dit, tu sais, quand tu m'as dit ça, là, moi, je devais le voyer, c'était un vieux monsieur. Il devait être vieux comme moi, je ne sais pas. J'ai dit, tu sais, quand vous m'avez dit ça, 2 à 5 ans, là, j'ai dit, j'ai pas aimé ça. Il me dit, j'ai pas dit ça. J'ai dit, oui, vous m'avez dit ça. Il me dit, non, j'ai pas dit ça. Je dis, oui. Il dit, ce que je voulais dire, oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est que, comme les graphiques du Dr Jao, au début, quand les gens, ça va mal vite beaucoup et ça descend très vite. Et ensuite, la courbe se planifie, s'aplanit. Puis un trou, là, ça ne va pas directement en bas à 5 ans, tout le monde meurt. Et moi, je me suis, à partir de ce moment-là, je me suis toujours vue qui nageait dans ce... C'est vraiment comme ça que je le voyais. Je nageais dans ce petit trou-là. Puis à chaque année qui passait, je me rapprochais de son Moses de 5 ans. Puis quand j'ai passé 5 ans, j'ai fait, tiens, yes, voilà, j'ai passé le 5 ans. Pour moi, c'était comme une victoire. Ensuite, donc, d'une affaire à l'autre, on me réfère à Dr Blais, mais dans ce temps-là, on me réfère, c'est son résident qui me voit. Et il me prépare, oui, probablement de la chimio. Pas sûr si je vais perdre mes cheveux. Bon, je prends un rendez-vous avec ma coiffeuse. Avez-vous vu la touffe? En tout cas, elle était prête avec la tondeuse, tu sais, pour le... Et la veille que j'aille me faire couper les cheveux, elle me téléphone, le docteur Kassouf, dans ce temps-là, c'était le résident qui était en charge de mon dossier, m'appelle puis me dit, tout excité, énervé. Il me dit, vous ne savez pas quoi? Non. On a trouvé le gène de votre cancer. Vous êtes ALK positive. Ah oui? Oui. J'ai même refait faire le test 2 fois pour être sûr. Puis il était tout excité comme si j'avais gagné la loterie. J'avais l'impression de l'avoir gagné aussi. Il me dit oui, oui, oui. Puis ça, bien, oui, c'est très rare, c'est un cancer très rare. Moi, on m'avait dit 1 là, Kevin dit 2, ça se peut bien, tant mieux. Mais
Mais par contre, il y a un médicament qui existe pour ça, qu'on a été capable de développer en sachant quel gène qui était attitré, excusez-moi, attitré à ce cancer-là. Donc, on m'a commencé sur la thérapie. Puis j'ai dit, mes cheveux? Il dit, non, non, tu ne les perdras pas, il n'y a pas de problème, c'est de la thérapie ciblée. Donc, ça va aller juste pour les tumeurs. Donc, le lendemain, quand je suis arrivée chez ma coiffeuse, elle était bien déçue d'être obligée de juste me faire une petite coupe ordinaire qui n'était pas pour tout me couper les cheveux. À partir de là, au début, le 8 ans et demi, ça ne faisait pas longtemps qu'il avait découvert le gène. Ça ne faisait pas longtemps. Puis ici, il y en avait très peu. Il me dit, quand j'ai rencontré après, il me dit, oui, ce gène-là, c'est principalement, pas seulement, mais principalement les femmes, oui, non fumeuses, oui, j'ai jamais fumé une fois dans ma vie. Jeune, j'étais déjà rendue à ce moment-là à 54 ans, je dis, pas si jeune que ça, oui, jeune, puis il dit asiatique. Il me dit asiatique, j'appelle ma mère, maman, y a-tu quelque chose que tu m'as pas dit? Ah non, c'était pas ça. Donc, et puis, comme je disais à Dr. Jao tout à l'heure, j'ai été traitée parce que c'était très rare ici. On n'en avait presque pas découvert. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou j'allais à l'hôpital, on me présentait comme c'est elle positive. On me faisait voir par toutes les... En tout cas, je me sentais une superstar. Mais bon, j'oubliais que j'avais le cancer, mais bon. J'avais un cancer. Je n'ai pas le cancer. Je ne suis pas le cancer. J'ai juste un cancer. Et donc, au départ, les médicaments n'étaient pas aussi avancés. Donc, j'avais eu quelques métastases au cerveau. J'ai changé. J'ai eu de la radiochirurgie. On a ciblé simplement les cellules qui étaient métastatiques. Et par la suite, j'ai changé 2 fois de traitement. Le deuxième, il fonctionnait, mais il me rendait tellement malade. J'avais l'impression, je m'excuse pour ceux qui ont eu la vraie vieille chimio qui rend tout le monde malade, mais enfin, je pense que j'ai été bien, bien malade cette fois-là. J'ai perdu 10 livres. J'avais l'air d'un spare ribs, là, puis même encore. Et on a changé parce que ça me rendait trop malade. Et là, ça fait plus de 5 ans et demi, que je suis sous que je prends le même médicament qui est l'alectinib qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, ça va bien. À part la fatigue que j'ai réussi à très bien gérer, je travaille toujours. Je me suis battue avec mes assurances pour qu'ils me laissent travailler 2 demi-journées par semaine. Je marche. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais rencontrés, Guillaume. Je marche en moyenne 6 à 8 km par jour. Je fais de la course. J'ai fait, depuis que je suis arrivée au CHUM avec Dr. Blais, je fais son défi respire à toutes les années. Je cure mon 5 km une fois par année, le reste du temps aussi, mais une fois par année. Et c'est ça, et tout ce que le reste que je vous ai énuméré. Puis oui, je continue d'aimer la vie, puis je continue de... Fait que j'espère que vous pouvez voir. J'espère qu'un jour, le cancer que j'ai est incurable, mais j'espère qu'un jour, il deviendra une maladie chronique. On pourra en parler comme du diabète ou d'autres choses, que ça pourrait être seulement une maladie chronique pour moi, pour vous, puis pour toutes les autres. C'est ça. Merci beaucoup. C'est drôle, j'écoute Sonia, puis en fait, une chose qui est venue en tête, puis une question qui me revient tout le temps, c'est combien de temps qu'il reste. Et ce qui est important pour moi de dire, au moins à transmettre quand on parle du cancer et de vivre avec le cancer, c'est que c'est pas important de savoir d'avance, parce qu'en fait, la réponse est qu'on ne sait jamais. Si j'avais un bout de cristal, comme je dis aux patients, c'est que, 1, je vais gagner la loterie, je serai riche. Mais 2, est-ce que je veux vraiment savoir la date finale ou est-ce que c'est important de profiter de jour et de vraiment maximiser de jour à jour? Je pense que c'est beaucoup plus important. On parlait du contexte, de perspective. On est confronté, on prend des choses pour acquis, que la vie va être toujours là, puis on oublie de se profiter et de vraiment vivre la vraie vie. On est toujours occupé avec le travail, avec ci, avec ça, mais on ne vit pas la vie jusqu'à temps qu'on réalise qu'il est si précieux que ça. Et donc, c'est vraiment une belle histoire. En fait, c'est vraiment inspirant. Je souhaite ça pour tous mes patients, évidemment. C'est pas facile, on arrive, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment
que vous sachiez que vous qui sont touchés par le cancer ou si vous êtes un proche qui vit avec quelqu'un avec un cancer, que vous n'êtes pas tout seul, puis on est tous là pour vous soutenir, pour qu'on se rappelle de toutes les belles choses qu'on peut avoir dans la vie. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup d'être venus, surtout qui sont venus de loin, qui ont survécu le trafic de Montréal et de trouver la salle qui n'était pas évident. Tous ceux qui ont passé du temps sur le web pour nous écouter, malgré tous nos problèmes techniques, j'apprécie beaucoup votre présence. Ça a l'air que vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes beaucoup. Nous, on savait qu'ils ont commencé un petit noyau, puis on veut le grandir. Notre espoir qu'on aura de plus en plus d'événements et qu'on va inclure de plus en plus de personnes. On parlait d'avoir des groupes de soutien. Donc, si jamais vous êtes intéressé à participer, d'être un bénévole, de quelqu'un qui va driver ces types de groupes-là, bien, Lung Cancer Canada, Cancer Pulmonaire Canada est là pour vous aider. Et vraiment, le but, c'est que vous sentez dans une communauté que vous n'êtes pas seul. Donc, sur ça, je vais... Oui? Dans le fond, c'est là où on travaille dessus et il y a un grand manque au Québec parce qu'en fait, Lung Cancer Canada est un organisme qui est basé à Toronto, ça c'est sûr, ça, on ne mentira pas. Les outils qui existent pour les gens qui sont plutôt francophones, qui comprennent un peu moins d'anglais, ça, on travaille dessus, mais je vous assure que le site web qui est en train d'être refait va avoir plus d'informations pour les personnes qui parlent français et que uniquement du français, c'est bien correct aussi. Est-ce qu'on va avoir un bureau fixe? Bien, c'est sûr qu'avec le COVID, je pense que c'est plus facile de naviguer le web, mais est-ce que ça nous permettrait de faire des événements et de faire des recrutements puis faire des événements ici et là à Montréal? Je pense que c'est tout à fait possible. OK. En fait, certainement, il y aura des programmes plus tard, mais dans le fond, pour répondre à la question, physiquement, on n'a pas quelque chose, mais on aimerait bâtir quelque chose certainement. C'est notre but, c'est notre espoir qu'on soit capable de vraiment grandir ces événements et les ressources qu'on peut offrir aux patients. Mais... Donc, premièrement, il y a comme un groupe Facebook. Donc, il y a un lien avec Lung Cancer Canada. Êtes-vous un amateur de Facebook? C'est ça. Donc, premièrement, c'est là, mais sur le site web lui-même, il y a souvent des événements qui sont listés. Ici au Québec, pour l'instant, je parlais avec Dr. Blais tantôt, puis on veut organiser tout de suite, prévoir une autre date. Ces dates-là vont être transmises évidemment via les professionnels dans chaque centre, votre infirmière pivot, le Facebook et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on commence. On essaie d'un petit peu s'organiser, mais l'espoir qu'on soit capable de diffuser à tout le monde. Il y avait d'autres questions? Non, donc juste pour que vous sachiez, moi, je vais rester un petit peu quelques minutes si jamais vous voulez me parler. On a aussi du monde de Lung Cancer Canada. Je pense que Guillaume est encore dans le fond de salle. Donc, si vous êtes gêné à poser des questions, mais je vous invite à me poser des questions. Karine aussi est aussi dans le fond de la salle. Mais encore une fois, merci beaucoup d'être là et j'espère de vous revoir au prochain événement. Ouais, j'ai vu,